Je sais pas si je vais pouvoir me marier un jour. Tu sais, je crois que j'ai plus envie de me marier. Oui, j'ai dit ce que je viens de dire. Parce que vous, votre paradis, c'est vivre en couple, avoir des enfants. L'homme n'est pas fait pour vivre seul et puis... Une fois que t'as la femme, les enfants, il se passe quoi? Je ne me marierai jamais. Pensez à votre famille, à vos parents, vos oncles, vos tantes. En fait, les couples qui ont fondé le tissu social de votre enfance, presque tout cela a été marié. Parce qu'avant, cela n'avait même pas besoin d'être discuté. Se marier était considéré un peu comme étant dans l'ordre des choses, un peu comme grandir, aller à l'école, et puis travailler, et ensuite vieillir. Cela faisait partie des étapes de la vie. Et une étape qu'on franchissait sans vraiment beaucoup se questionner. Maintenant, regardez un peu la génération qui vient après. Aujourd'hui, on ne se marie plus. Ou on se marie en tout cas beaucoup moins. C'est l'institution du divorce, aujourd'hui devenue si répandue. Je vous rappelle que près d'un mariage sur deux en France débouche actuellement sur un divorce. Quel est l'intérêt de se marier aujourd'hui ? On a des couples qui se forment, des enfants qui arrivent, les années qui passent, mais le mariage, lui, n'est plus une évidence pour tout le monde. Cette transformation-là, les chiffres le confirment. Et elle avance même d'ailleurs beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Au Canada, par exemple, l'Institut de statistique du Québec, dans une de ses études, suggère que si les comportements actuels se maintiennent, seulement un homme sur 4 et moins d'une femme sur 3 se marieront avant leurs 50 ans. Et en Europe, Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, confirme que le taux de mariage a été divisé par 2 en 60 ans, passant de 8 mariages pour 1000 personnes en 1964 à moins de 4 pour aujourd'hui. Et au Royaume-Uni, la recherche suggère qu'après 2 ou 3 générations, les personnes immigrantes d'origine africaine affichent des taux beaucoup plus élevés de vie hors mariage que les communautés asiatiques, qui, elles, semblent avoir maintenu le mariage comme étant une norme collective. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du célibat qui ronge nos communautés. Nous avons également parlé de la solitude qui pèse sur les immigrants ainsi que du divorce qui impacte des familles entières. Et à chaque fois, on a regardé les blessures et les mécanismes psychosociaux qui ont pu conduire justement à ces situations. Mais la question que nous n'avons pas encore vraiment explorée en profondeur, c'est celle de l'impact du recul du mariage comme institution. En d'autres termes, qu'est-il arrivé au mariage dans la diaspora africaine et même dans nos pays d'origine? Et qu'est-ce qu'on perd vraiment quand il disparaît de nos familles, de nos quartiers et de nos communautés? Parce que dans nos sociétés, le mariage à la base n'a jamais été une simple question de cérémonie. C'était le moteur d'un système tout entier. Il organisait la solidarité économique entre les familles. Il protégeait les femmes et les enfants. Il contribuait à une transmission partagée de la langue et des valeurs familiales. Il construisait également des réseaux d'entraide que rien d'autre ne pouvait remplacer. Or, quand ce moteur ralentit, ce ne sont pas que des cérémonies qui vont disparaître. C'est toute une architecture de vie communautaire qui va s'effondrer. En 20 ans de pratique auprès de communautés africaines, surtout en diaspora, j'ai accompagné des couples qui se déchiraient, des femmes qui portaient seules ce que 2 personnes auraient dû porter ensemble, des hommes qui se sentaient émasculés, maltraités et qui, malgré leurs efforts, estimaient ne pas exister. Et des enfants qui grandissaient justement dans ce flou que leurs parents n'avaient pas toujours vraiment réussi à clarifier. Pendant longtemps, j'ai analysé ces situations individuelles, familiales et même collectives comme tout clinicien, mais aussi comme chercheur et analyste de la psychologie des sociétés africaines. J'ai ainsi réalisé que ces histoires-là n'étaient pas que des accidents de parcours. Elles suivaient parfois une trajectoire que certaines données permettent de voir et que nos communautés n'ont peut-être pas encore eu l'opportunité d'explorer ou même le courage de questionner et pourquoi pas la prise de conscience qui leur permettrait justement de se pencher sur cette question. Remontons une génération en arrière pour vraiment saisir ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. Parce que les chiffres révèlent parfois des informations qui dépassent même de loin notre entendement. Selon l'INCE, 85% des personnes immigrées en couple en Île-de-France sont mariées. C'est une norme massive qui semble résister au temps. Pour cette première génération-là, le mariage n'a pas été qu'un choix personnel. Ça a souvent été une institution centrale portée par des attentes familiales et culturelles fortes où l'union libre n'avait pas vraiment beaucoup de place. Ces données-là, elles datent de 2011. Et ce qu'elles révèlent est assez interpellant. Regardons ce que la même source nous montre pour leurs enfants. Ceux qui sont nés en France, à savoir la 2e génération. Ces descendants de familles immigrantes semblent avoir
plus en plus de comportements matrimoniaux similaires à ceux de la population française majoritaire. À savoir que 71% des couples sont mariés, tandis que 24% vivent en union libre. On a donc l'impression qu'en une seule génération, une norme socio-culturelle qui a été forgée par les traditions est en train de se transformer. Prenez un peu le temps de mesurer ce que cela veut vraiment dire et projetez cette tendance-là dans le futur. Une tendance qui ne s'arrête pas en France. Les données d'Eurostat suggèrent également que le phénomène est international. En 2024, les statistiques suggèrent que le taux de mariage dans des pays de l'Union européenne a continué de reculer. Et en France, 59,7% des naissances a eu lieu hors mariage. Dans le même ordre d'idées, une étude publiée en 2024 dans la revue Population Studies a analysé la trajectoire familiale des personnes immigrées et de leurs descendants au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Leur conclusion est interpellante. Les personnes d'origine africaine subsaharienne affichent des taux beaucoup plus élevés de transition familiale hors mariage comparés aux communautés d'origine sud-asiatique ou alors aux communautés turques qui, elles, ont maintenu le mariage comme étant une norme centrale. Je tiens à préciser ici que c'est une étude basée sur un échantillon précis. Ces chiffres posent alors une question que beaucoup préfèrent souvent ne pas formuler, à savoir si le mariage recule aussi vite et si les communautés qui l'ont maintenu comme norme collective s'en sortent structurellement mieux. Alors, devrait-on comprendre que le mariage a un rôle régulateur qu'il a joué pendant toutes ces années sans qu'on ait jamais eu à se poser la question? Et là, les données deviennent encore beaucoup plus intéressantes. Dans toutes les sociétés occidentales, à un moment donné, le mariage a cessé d'être une évidence pour devenir un choix. Le démographe belge Ron Lestad l'a théorisé dès 1986. Avant, dans ces sociétés-là, on se mariait parce que c'était comme ça. C'était aussi comme dans les sociétés africaines. Parce que la société l'attendait, parce que la famille l'exigeait et parce que personne ne pensait vraiment sérieusement à faire autrement. C'était la norme. Et puis progressivement, l'individu s'est mis à se demander s'il voulait vraiment le faire. Pourquoi est-ce qu'il devait le faire? Et puis dans quelles conditions? Ce questionnement, il n'est pas du tout mauvais en soi. La liberté de choisir sa vie a une valeur réelle et personne ne peut sérieusement prétendre que les mariages arrangés ou forcés étaient une meilleure époque pour les personnes qui étaient impliquées, que ce soit les hommes et les femmes ou même les jeunes. Ce questionnement a donc gagné en liberté, ce qu'il a probablement perdu en fondement. Et ce fondement-là, c'est un peu le ciment. Ce que le mariage tenait ensemble depuis des générations, sans qu'on ait forcément eu besoin de le nommer. Je ne parle pas ici, bien sûr, de tous les mariages, parce qu'on sait très bien que tous les mariages n'ont pas toujours été des mariages heureux. Donc, je ne suis pas ici en train de faire l'apologie du mariage en disant que c'est la seule voie d'épanouissement. Pas du tout. La première chose qui disparaît en diaspora, celle qu'on perd le plus vite parce qu'elle était peut-être la moins visible, c'est ce que certains chercheurs appellent le capital social de liaison. Autrement dit, les liens forts de proximité, ces connexions humaines qui protègent les individus quand tout va mal. Ces personnes-là sur lesquelles on peut s'appuyer. Dans nos sociétés d'origine, si on y regarde d'un peu plus près, ce réseau-là, en plus de la famille, c'était aussi le mariage qui le construisait. On a par exemple les tontines auxquelles on avait accès via les liens du mariage. Des tontines qui sont des pratiques d'épargne collective très répandues dans beaucoup de communautés africaines où les membres d'un groupe mettent chaque mois une somme d'argent en commun pour que chacun puisse en disposer à tour de rôle. Nous avions aussi les réseaux d'entraide entre les belles familles, l'accès au soutien immédiat du beau-père ou au réseau de la belle-mère en cas de coup dur. Tout cela reposait sur un tissu de relations que le mariage consolidait ou légitimait. Parce que le mariage, c'était d'abord une alliance entre deux familles. Deux familles qui s'alliaient, deux familles qui s'entendaient. C'était deux réseaux qui fusionnaient et qui étaient mobilisables à tout moment pour un logement, une maladie, un deuil, un travail ou même l'éducation des enfants. Quand on dit qu'on n'éduque pas ses enfants seuls, c'est parce qu'il n'y a pas que les parents. Il y a aussi la famille de papa, la famille de maman. Il y a des belles familles. Et pour les personnes qui vivent en diaspora, sans ce tissu familial élargi et solidaire, parce que souvent la famille se limite à papa, maman et les enfants et peut-être quelques oncles et tantes. Donc sans le mariage qui aurait justement ancré certaines structures, chaque coup dur doit être traversé un peu tout seul ou alors avec son propre réseau de soutien. Et d'ailleurs, même si on en a un, donc tu es à l'étranger,
tu vis des difficultés, parfois tu es tout seul. Et même si l'État remplace parfois partiellement ce filet-là, il donne des formulaires à remplir. Pour une demande d'aide, tu dois passer un coup de fil dans une structure. Il y a des délais, il y a des conditions d'éligibilité. Ce n'est pas la même chose qu'une belle tante qui débarque chez toi le lendemain matin pour te soutenir quand l'enfant tombe malade, ou alors le tonton par alliance qui passe un coup de fil à son meilleur ami pour te trouver un emploi. Mais la solidarité économique, aussi vitale qu'elle soit, n'est que la surface de ce que le mariage portait. Parce qu'il y avait aussi quelque chose de beaucoup plus difficile à quantifier et beaucoup plus long à perdre. Sachant que ce n'est pas que les liens du mariage qui nous permettent d'avoir un réseau. Même sans être marié, on peut se construire soi-même un certain réseau de soutien. Je vous parle maintenant de quelque chose qu'aucune loi, qu'aucune allocation, qu'aucun appareil d'État n'a encore remplacé. Je parle de transmission. Oui, aucun notaire au monde ne peut rédiger notre transmission culturelle à notre place, que ce soit celle de la langue, que ce soit les références culturelles, que ce soit le rapport à l'aîné, que ce soit le sens de la famille, tout ce qui structure un peuple. Cela fait partie des transmissions et cela se fait de génération en génération. Ces choses-là ne s'apprennent pas toutes dans un livre. Elles se respirent dans un foyer stable pendant des années, dans des gestes répétés des adultes, des parents qui les incarnent au quotidien et aussi dans l'environnement dans lequel l'enfant a grandi parce qu'il va observer ce qui se passe autour de lui et il va apprendre par imitation. Les recherches sur les familles immigrées d'origine africaine en France, notamment les travaux publiés dans la revue scientifique Langage et Société, sont assez clairs sur ce point. Dans les foyers où deux parents présents parlent leur langue d'origine au quotidien, les enfants grandissent souvent avec un lien vivant qui les connecte à cette partie de leur identité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont apprendre par immersion. Certes, un parent seul peut très bien transmettre certaines valeurs culturelles. On voit bien ces papas et ces mamans-là qui accomplissent un travail remarquable et dans des conditions parfois très difficiles. Sauf que dans certains cas, quand un parent porte tout seul à la fois le travail, les enfants, la charge administrative, les obligations financières envers la famille du pays, les obligations par rapport à la famille d'accueil et par-dessus tout la nécessité des transmissions culturelles, dans certains cas, on a souvent vu que c'est la transmission qui risque justement de céder en premier. On n'a pas le temps, on est surchargé par les priorités du quotidien. On oublie d'apprendre la langue aux enfants. On se retrouve devant la nécessité d'apprendre aux enfants leur arbre généalogique. Parce que dans le pays d'origine, souvent, tu n'as pas besoin de forcément apprendre ça à un enfant parce qu'il voit ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. À chaque fois qu'il voit quelqu'un, on lui explique un peu qui c'est. Donc, quand il grandit dans cette réalité-là, il apprend par immersion. Mais quand tu vis à l'étranger, l'enfant n'est pas en contact avec toute ta famille. Donc, si toi, tu ne lui expliques pas qui est qui, ce sera très difficile qu'il puisse savoir qui est cette personne-là qui t'appelle au téléphone, qui est cette personne-là que tu appelles mon frère ou ma sœur. Peut-être pour toi, c'est évident parce que toi, tu as grandi là-dedans, mais pour un enfant qui est né ou qui grandit en immigration, ce n'est pas du tout pareil. Il y a également une autre réalité que les données rendent encore plus difficile à ignorer. Elle a un visage très précis et un coût exorbitant que beaucoup de femmes dans notre communauté payent tous les mois. Selon les données de Statistique Canada, les femmes immigrantes qui se retrouvent à la tête d'une famille monoparentale font face à un taux de faible revenu de 26,5%. En France, les données du ministère des Solidarités suggèrent de leur côté que 41% des enfants vivant en famille monoparentale vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et dans 82% des cas, c'est une femme seule qui porte toute une famille. On ne dit pas que les pères célibataires n'existent pas. Ce sont les parents seuls de notre communauté qui paient le prix le plus lourd, surtout quand le cadre qui répartissait les ressources et les responsabilités entre deux familles disparaît. Ici, bien entendu, je parle aussi des papas, même si on n'a pas grand-chose souvent comme des statistiques par rapport à cette population. Figurez-vous qu'en consultation, ce que j'observe régulièrement chez les hommes et les femmes qui traversent ces situations-là, c'est une fatigue profonde en fait, une fatigue qui va bien au-delà du quotidien. Par exemple, l'épuisement de porter seul ce que le mariage était censé partager entre deux personnes, deux familles, deux réseaux. Et ce que les chiffres capturent aussi, c'est ce que ça coûte intérieurement à un parent qui tient debout à bout de souffle. Et ce que ses enfants enregistrent en silence en le regardant faire. Une maman dépressive, fatiguée, angoissée, ou alors un papa qui fait de son mieux et qui ne se sent pas respecté. Il ne s'en sort pas.
Et c'est exactement là que les données commencent à faire un petit peu froid dans le dos. Parce que ce qu'elle annonce pour les générations qui arrivent est beaucoup plus concret qu'on ne l'imagine. Ce que j'ai appris en accompagnant des familles de la diaspora pendant des années, c'est que les ruptures les plus profondes ne font pas toujours de bruit au moment où elles se produisent. On entendra souvent dans les faits divers des personnes qui sont en grand conflit, mais il y a aussi celles dont on ne parle pas. Il y a des douleurs qui s'installent doucement dans les habitudes, dans les choix du quotidien, jusqu'au jour où on réalise qu'on a laissé partir quelque chose d'essentiel sans même s'en rendre compte. Il y a des parents qui vont très bien s'en sortir, mais il y en a qui auront beaucoup de mal à se reconstruire. La donnée de Statistique Canada révèle justement que la structure familiale varie beaucoup selon le parcours migratoire. Par exemple, au sein de la population issue des communautés noires établies au Canada depuis au moins 3 générations, environ 27% des personnes vivent dans une famille monoparentale, contre 11% dans la population non racisée. Ce ratio seul pose déjà une question assez sérieuse. La monoparentalité ne semble donc pas se stabiliser dans notre communauté au fil des générations. Et cette progression a parfois des effets documentés sur les enfants, que ce soit en termes d'exposition à la précarité, que ce soit des difficultés scolaires, de la résistance à l'autorité parentale ou même une reproduction des mêmes schémas familiaux à l'âge adulte. Autrement dit, ce que nos grands-parents ont construit et ce que la génération suivante a commencé à questionner, nos enfants risquent justement de le vivre comme une normalité. Et leurs enfants ne seront peut-être pas ce qu'ils ont perdu, ce qu'il y avait avant. Je ne dis pas du tout que le mariage est une obligation ou que se marier rend forcément heureux. Non, il y a plein de couples qui ne sont pas mariés ou plein de personnes qui ont des enfants qui ne sont pas mariés, qui sont heureuses. Je ne dis pas non plus que ne pas être marié produit des enfants qui ont des problèmes. Non, c'est pas ce que je dis parce que ce ne serait pas du tout vrai dans l'absolu. Je souligne simplement le rôle que jouait le mariage autrefois dans les unions qui avaient besoin de régulation. Et je précise dans les bonnes unions parce qu'il y avait aussi de très mauvais mariages. Et la transmission culturelle, c'est peut-être la perte la plus grave à long terme. Parce que ces choses-là, elles se transmettent dans la vie quotidienne partagée, dans les gestes répétés pendant des années. Elles se transmettent également dans les récits qui sont racontés par les mêmes personnes autour des mêmes tables. Ce tissu-là, il a besoin d'un cadre collectif stable justement pour fonctionner. Parce que les parents à eux seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Même dans nos pays d'origine, nos parents n'ont pas été les seuls à nous éduquer. Un cadre collectif que le mariage contribue à fournir et à renforcer et qu'on n'a pas encore remplacé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut alors se marier à tout prix ou fermer les yeux sur tout ce que nos parents ont parfois subi sans avoir le droit de choisir et de dire non? Clairement pas. Et ça ne fait même pas débat. La liberté de choisir sa vie selon ses propres termes a une valeur réelle et indiscutable. Nos communautés ont bel et bien gagné quelque chose dans cette transition-là vers plus d'autonomie individuelle. Oui, ça n'a pas forcément été mauvais. Le seul problème ici, c'est que ce qu'on a gagné en liberté individuelle, on l'a aussi un peu payé en infrastructure collective. Parce que quand le mariage a cessé d'être une évidence pour devenir un choix, toutes les fonctions qu'il assurait ont subi des changements parce qu'il a fallu s'adapter. Le filet de sécurité économique, par exemple, la transmission culturelle, la protection de la famille. Et je précise que ce n'est pas que dans les communautés africaines. L'État peut voter de nouvelles lois pour encadrer les choix individuels. Il peut également faire sa part pour accompagner ce changement. Aucune loi ne travaille sur le développement culturel d'une société. C'est pourquoi maintenant, dans nos familles, dans nos cercles et dans nos conversations, une question s'impose. Si le mariage, tel qu'on le connaissait avant, se transforme en profondeur, qu'est-ce qu'on peut construire à sa place pour que nos enfants ne payent pas seuls le prix justement d'une transition qu'on n'a pas pris le temps de préparer? Les personnes qui ne se marient pas ne constituent pas un problème, c'est leur choix. Le problème, c'est ce qu'on n'a pas encore pris le temps collectivement de penser. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour organiser par exemple nos transmissions culturelles? Comment est-ce qu'on va faire pour définir l'épanouissement individuel sans être impacté par la pression de la communauté et de la culture? Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver l'essentiel et reconstruire différemment? Parce que toute société évolue. Et si on ne fait rien, il y a des pertes culturelles qui vont avoir un impact considérable. Est-ce que vos enfants savent ce que le mariage de vos grands-parents leur a permis de recevoir en termes d'héritage familial, culturel? Est-ce que vous leur en avez déjà parlé?
Est-ce qu'ils savent qu'ils risquent de ne jamais transmettre cette identité-là et cette culture familiale ou collective à leurs enfants à leur tour? Répondez dans les commentaires parce que cette conversation-là, si on ne la commence pas nous-mêmes, personne ne la fera à notre place. Je répète encore ici que le but de cette vidéo n'est pas de dire que le mariage était une bonne chose absolument ou quelle est la seule voie d'épanouissement, non. Parce qu'il y a eu des mariages malheureux, il y a eu des mariages où il y avait de la violence, il y a des personnes qui ont dû quitter cette institution-là pour sauver leur vie. Donc parfois, oui, c'est possible de s'épanouir en dehors du mariage. Le mariage n'est pas le seul moyen de construire sa vie. La question ici est de savoir qu'est-ce que le mariage nous permettait de préserver, qu'est-ce que le mariage nous permettait de réguler et quand il n'est pas là, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour justement mieux réguler ce qui nous échappe.